donc Philippe Artière, qui va enfin nous parler de l'Europe de l'Est. En fait, je suis un petit peu embêtée parce que je ne sais pas exactement de quoi va parler Philippe Artière, parce qu'il ne me l'a pas vraiment dit. Je sais simplement que ça a un lien avec des choses notamment qui se trouvent derrière lui et autour de nous, donc avec les œuvres qui sont exposées à la terrasse. Donc je vais t'écouter en fait, et puis je vais découvrir. Merci beaucoup de votre invitation. Je t'ai pas présenté. Philippe Artière est historien, spécialiste. C'est le terme qu'on retrouve le plus souvent des écritures ordinaires, ou peut-être même marginales. On peut mettre ces deux extrêmes dans ordinaire, ça te va? Donc je ne suis pas spécialiste de 68, ni même des années 68. Il se trouve que je suis arrivé dans ces années-là parce que précisément, dès juin 68, dès l'été, ce qui se passe en France est désigné comme un moment de prise de parole, comme un moment, pas par n'importe qui, par Michel de Certeau. Ça revient régulièrement, encore Serge July, jeudi dans Libération, citait Michel de Certeau, c'est un peu, mais c'est aussi une prise d'écriture. Et c'est vrai que, on ne le voit pas quand on est ici à la table, mais en fait, en permanence, il y a les cinétracts qui défilent tant qu'on parle, qui créent des effets tout à fait intéressants qui interagit avec nos propos. Alors moi, j'avais envie en fait de partir précisément de cette question de l'écriture on va dire, des années 68, qui est d'une certaine manière aussi la question qui pose la question de la qualification. Qu'est-ce que c'est? Et finalement, depuis 14 heures, de quoi on parle? C'est-à-dire, de quoi on parle? On a entendu parler de révolution, on aurait pu entendre parler de commune, on a parlé d'insurrection, on a parlé d'émeutes urbaines, on a beaucoup de ces qualificatifs-là. Et il me semble que, curieusement, et c'est peut-être ce qui, en tout cas moi, ça a été ce qui marque ce cinquantenaire, c'est l'émergence d'une archive, qui est une archive qu'on avait un peu considérée comme du côté du culturel, c'est-à-dire celle qui nous environne, les œuvres, et qu'en fait cette archive, elle est éminemment politique. Et c'est vrai que c'était vendredi il y a une semaine, au moment de l'inauguration, de voir les œuvres de Kweku, et notamment celle qui est là, quand vous entrez dans la terrasse, avec cette image de ce corps, de ces corps collectifs qui se soulèvent, est particulièrement forte. C'est vrai que moi je connaissais plutôt nos amis Mao et autres, Freud, Dormant, mais pas ces corps qui se soulèvent. Et en fait, j'avais envie de partir de ça. Donc c'est une série qui s'appelle Les Hommes Rouges. Et les Hommes Rouges, qui représentent par ailleurs, comme vous avez sans doute vu, beaucoup aussi d'hommes noirs et de femmes noires, faisant référence non pas aux Amériques, mais probablement à l'Afrique, à la question du Tchad. On oublie quand même que la France, à ce moment-là, est engagée dans une guerre au Tchad, qu'il y aura le Biafra, et que ce continent africain, il est très présent. On l'a évoqué en début d'après-midi. Donc, il y a cette idée je reprends et j'y reviendrai, cette idée de soulèvement. Et je me demande si d'une certaine manière ces années de 68, puisque c'est de cela dont maintenant tout le monde parle, finalement mai 68 n'existe pas, mai-juin existe un peu, mais en fait l'année 68 existe
disons, pour des raisons de commémoration. Alors on pourrait demander à Jean-Noël Jeannet si dans sa démission récente liée à l'affaire Maurras, il y a aussi l'idée que finalement on ne commémore pas ou on ne célèbre pas 68. La question n'est pas tellement celle-là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces archives et comment on y trouve une forme d'intelligibilité du présent. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Est. On n'a pas parlé de l'Est. Or, il y a une simultanéité, en l'occurrence, entre, puisque on est à Nanterre, entre mars 68 à Nanterre et mars 68 à Varsovie. Je rappellerai, alors en regardant mes notes, que en fait le 68 polonais, c'était entre, en gros, ça dure un mois, hein, en mars, entre le 8 et le 28, mais qui commence par l'exclusion de l'université d'un étudiant qui n'est pas n'importe quel étudiant, puisqu'on va le retrouver ensuite dans ce qui constituera probablement un des plus grands soulèvements à l'Est, avec Solidarnosc, enfin avec l'interdiction du syndicat admis après les grèves de Gdansk en 80, puis interdit et donnant suite au coup d'État, enfin pas au coup d'État, à l'État martial en 81, c'est-à-dire Adam Michnik. Adam Michnik est renvoyé de l'université de Varsovie parce qu'il s'est opposé à l'interdiction d'une pièce de théâtre. Donc on voit que cette question de la connexion avec l'art, elle n'est pas, elle est pas neutre, et à l'Est, elle est importante, mais elle s'inscrit aussi, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les historiens qui sont maintenant assez nombreux de ce qui s'est passé de l'autre côté du rideau de fer, notamment autour de la publication en 1965 de la fameuse lettre ouverte au parti ouvrier polonais, notamment signée par Kuron. Pardon ? Voilà. Donc, ce que je veux dire là, c'est que ce Michnik, qui peut-être ne vous dit rien en 68, en 1980, il est extrêmement important puisqu'il constitue la branche ouvriériste de Solidarnosc, celle-là même qui va être évacuée, voire totalement exclue, ensuite quand disons quand au moment des tables rondes et au moment donc en 89 de la chute du régime communiste. Et c'est peut-être sur cet aspect-là, d'une certaine manière, que je voudrais, par la Pologne, venir à ce qui m'intéresse dans cette question de la qualification, et autour aussi d'un certain nombre de questions qui ont été soulevées et auxquelles je n'ai pas vraiment répondu tout à l'heure. C'est sur, finalement, est-ce que ce qui se passe entre la fin de l'indépendance algérienne, la fin de la guerre et la révolution iranienne, je dis la révolution et je devrais dire le soulèvement iranien. Il n'y a pas là une histoire de la notion même de révolution et en tout cas de l'émergence de formes nouvelles de pratiques, pas de répertoire d'outils, mais véritablement de front et de foyer de lutte.
Alors, je dirais d'abord que ce qui est frappant quand même dans le point de départ, même chez les artistes, même chez un Kweku, c'est la dimension collective. Et on a parlé tout à l'heure, Ludivine a évoqué Foucault. Finalement, la question des intellectuels en 68, la question de la place des intellectuels, elle est très mineure. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé ensuite la French Theory est venue bien plus tard. Elle vient à partir des années après la création de Vincennes, c'est-à-dire au moins un an plus tard, et puis surtout au moment d'un certain nombre de, disons, de prises de position qui ne sont plus celles qui consistent pour ces intellectuels à, comme Sartre, Foucault, Beauvoir, etc., à être les démocrates qu'on met devant en cas d'interdiction de la publication d'un journal, mais véritablement de ce que Foucault appellera une sorte de Deleuze, de relais de ces mouvements collectifs. Et ça, c'est quand même très, très, très tardif. Donc, premier point qui me paraît important, c'est que dans un certain nombre de ces situations, la question, disons, des intellectuels, même si on peut évidemment, on pourrait dire aussi que la pensée d'un Marcuse a beaucoup circulé, que la pensée d'un Wilhelm Reich a beaucoup circulé, que tout le monde avait ça dans sa bibliothèque, mais que la libération sexuelle de Wilhelm Reich, elle a été surtout écrite dans son livre, plus que vécue visiblement par un certain nombre de femmes. Et par conséquent, que cette question de l'écart entre un discours, puisque 68 est énormément un moment, enfin 68, les années 68 sont un moment, une explosion discursive absolument sidérante qui je crois, qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, quand on voit le nombre, pour les avoir vus saisis par la police aux archives nationales, le nombre de publications de chaque organisation. Enfin, une organisation comme les JCR, par exemple, en France, publiait non seulement Rouge, mais publiait des suppléments à Rouge et des suppléments aux suppléments de Rouge. C'est-à-dire des brochures par dizaines sur des sujets extrêmement nombreux. Alors, pourquoi j'insiste sur ce point? C'est peut-être pour d'abord dire que s'il y a bien un point commun dans tous ces mouvements, c'est quelque chose qui se réfère justement à une contestation de toute autorité, et y compris une autorité intellectuelle, y compris celle d'un Foucault qui en Tunisie est un coopérant d'une certaine manière. Il n'est pas plus que ça. Il a un ciné-club, il a des étudiants chez lui très souvent, voilà, c'est joyeux, mais c'est pas plus que ça. Simplement, lui, quand il était en Suède, dans les années, fin des années 50, alors même qu'il y avait beaucoup de militants du FLN qui étaient réfugiés en Suède, eh bien, la guerre d'Algérie, il ne l'a pas vu. Il était à Uppsala et il y avait plein d'étudiants. Moi, j'ai vu dans les archives d'Uppsala, il y avait énormément d'étudiants algériens. Il n'a pas vu la guerre d'Algérie. Et donc, c'est vrai que ce qui se passe en Tunisie, et qui est relayé par ailleurs par des gens comme Domenach et d'autres, qui, eux, ont été sensibles à la guerre d'Algérie, Foucault, oui, il est pris dedans, hein, mais pas au-delà. Donc ça, c'est un point peut-être important entre ce qui s'énonce immédiatement après, et finalement ce que c'est. Et si on reprend cette question du corpus, notamment de l'atelier populaire des Beaux-Arts, puisqu'il en a été question tout à l'heure, ce qui est frappant, c'est que, on l'a dit, il n'y a pas une fois une femme représentée, sauf sur une seule affiche, c'est Marianne.
peut-être quand même rappeler que l'Atelier populaire des Beaux-Arts, donc c'est ce Oui. groupement de forces qui ont produit toutes ces affiches Alors, je vais dites en de mai dire un mot. 68. Il n'y a pas eu qu'un atelier populaire, il y a eu un atelier populaire aux Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts était à l'époque pas du tout une école seulement de futurs artistes. Elle était d'abord, aussi une école d'architecture. Et d'ailleurs, qui se met en grève à partir du 7 mai, ce sont massivement les architectes. Pour une raison simple, c'est que les artistes, ils sont très très loin de la société civile. Par contre, les jeunes architectes, eux, c'est tous les jours qui sont en rapport avec, en tout cas en France, avec les administrations, avec les travailleurs, etc., avec les habitants, enfin bref. Donc cet atelier populaire des Beaux-Arts, il a cette caractéristique-là. Il se crée très vite, à partir du 15 mai. Et il a une autre caractéristique qui est celle qu'il est absolument habité par des... On a parlé beaucoup de l'étranger, mais il faut insister sur d'autres travailleurs immigrés qui sont en France, qui sont des artistes immigrés. Et il y en a beaucoup, parce que le contexte politique européen, c'est quand même qu'on a deux dictatures. On a une dictature qui est de l'autre côté des Pyrénées, qui s'appelle l'Espagne. Donc l'Espagne de Franco, Arroyo est un des artistes qui va largement contribuer à l'atelier populaire. Des gens comme Rulio Leparc vont être aussi à l'atelier populaire. Donc il y a cette porosité très forte de l'extérieur qui fait aussi que c'est pas comment dire, c'est des situations qui ont été bien décrites dans un ouvrage que j'aime beaucoup sur les années 30, sur Paris, capitale, de manière anachronique, capitale du tiers-monde, qui est un livre qui est paru il y a maintenant un an, où en fait il montre très bien, c'est un historien de l'Université libre de Berlin, qui a un nom monstrueux, puisqu'il s'appelle comme le... bref, vous le retrouverez facilement, c'est paru à la découverte. Et dans ce livre, il montre quoi? Il montre qu'en fait, c'est l'expérience intérieure de la métropole qui a fédéré d'une certaine manière les révolutions et notamment les révolutions anticoloniales, enfin l'ensemble des mouvements anticoloniaux. Je pense que c'est important d'insister sur ça. Pour autant, et c'est là peut-être que j'ai peut-être des points de désaccord sur cette... On a parlé d'avant-garde assez souvent. Ce qui me paraît très frappant dans ce qui a pu se passer, et notamment à partir du moment où on considère véritablement ce qui est fait depuis maintenant une bonne dizaine d'années, c'est-à-dire, et notamment grâce aux travaux de Xavier Vignat et d'autres, c'est-à-dire, et y compris de Caroline pour les États-Unis, c'est-à-dire la dimension sociale aussi, et les mouvements, un certain nombre de mouvements sociaux, c'est que ce sont des mouvements de masse. Et à partir du moment où ce sont des mouvements de masse, c'est vrai que la lecture, non pas qu'en fait Rancière, parce que c'est vrai que Rancière, d'une certaine manière, Rancière vient vraiment en dernière interprétation, mais que une lecture, non pas de 68, mais de ces années 68 comme soulèvement, me paraît intéressante. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, on quitte ces figures qui ont été si centrales et dont on voit aujourd'hui à quel point on a du mal à en parler. C'est-à-dire, par exemple, on n'a pas parlé de la Chine cet après-midi. C'est quand même incroyable qu'on n'ait pas parlé de la Chine, parce que s'il y a bien s'il y a bien une manière de lutter contre disons, le Parti communiste français, dans ces années 65-75,
c'est de faire une alliance avec la Chine. Même une Chine fantasmée, pas pour tout le monde. Un certain nombre de militants qui iront en Chine, et d'artistes aussi, qui en ont rapporté des toiles. Hein. Je pense à Gérard Fromanger, il est allé en Chine. Mais que cette alliance avec la Chine, elle s'inscrit, enfin comment dire, d'une certaine manière, là aussi, elle remet une qualification très forte sur ces événements. Et ces événements, ces événements, ils sont à la fois simultanés et en même temps, ils dessinent une histoire. On ne peut pas parler de 68 et puis de 74. Ce n'est pas la même chose. Et je voulais prendre quelques exemples, justement, à partir de cette idée et de reprendre ce que disait Foucault il écrit ça après l'expérience après son reportage d'idées en Iran, dont on a beaucoup parlé. Paru dans la presse. Paru dans la presse italienne, puis paru ensuite dans l'Observateur. Et quand Maurice Clavel, auteur d'un film passé à la télévision qui s'appelle Le Soulèvement de la vie, et auteur d'un fameux coup d'éclat en décembre 71, puisqu'il quitte le plateau à armes égales. Je vous encourage à aller sur le site de l'INA, c'est tout à fait disponible, et de voir comment et en quels termes il quitte le plateau, c'est-à-dire en appelant, en se soulevant contre la censure dont il a fait l'objet. Une censure, encore une fois, c'est très intéressant dans comment on inscrit les événements, parce que c'est une censure qui est celle d'une traduction que fait Clavel de propos de Georges Pompidou sur la résistance. C'est-à-dire qu'on a aussi, ce qu'on est obligé de prendre en considération, c'est aussi tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'imaginaire social, et l'imaginaire social sur la Révolution. On est à certains égards pour nous qui sommes historiens du contemporain, on comprend cette distinction-là qui peut vous paraître absurde, c'est-à-dire qu'on est historien du contemporain à partir de 1789. Donc ça veut dire qu'en fait, on est historien des révolutions. On est historien de 89, on est historien de 48, on est historien de la Commune de Paris. Et la Commune va être le centenaire de la Commune va être aussi un moment de requalification du mouvement social. Et d'ailleurs, sur les affiches qu'on peut voir en ce moment aux Beaux-Arts, on voit ces références-là. À la fois, je reprends ce que tu disais à propos de la citation de Pompidou, une des citations très, très fortes et très régulières de la Seconde Guerre mondiale, pour désigner l'oppresseur, évidemment, moins de citations des résistants, parce que les résistants en 68, c'est vraiment les anciens combattants, donc on n'a pas très envie de les exhumer, mais on a aussi des citations de la Commune très régulièrement, peut-être d'autres d'ailleurs que je n'ai pas saisies de 1848, parce que je suis moins familière du discours de 48, mais l'histoire est très présente dans ces, représentations graphiques et esthétiques. Non seulement l'histoire est très présente, mais en plus, l'histoire, elle n'est pas seulement l'histoire française. Elle est évidemment... je prends cet exemple. On est aujourd'hui exactement à la même distance temporaire qu'on était en 68 de la Révolution de 17. Donc ça en dit long sur le rapport. Non, mais c'est très... Alors évidemment... Et puis après, se pose la question de savoir quels sont les événements qui viennent entre 17 et 68. Bon, il y a 36, et puis il y a quand même la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a la guerre d'Algérie. Et on a montré tout à l'heure combien la guerre d'Algérie avait été, en tout cas en France, un moment essentiel dans ce basculement des étudiants qui passent, disons, d'un syndicat étudiant corporatiste à un syndicat étudiant politique qui s'engage assez tardivement, mais qui s'engage quand même, et qui va être le lieu de formation. Gesmar, par exemple, c'est quelqu'un qui est dans les cortèges en 60.
et c'est d'ailleurs, on dira, ah oui, Jesmar, c'est le type de l'Algérie. Mais ce qui veut dire que là aussi, cette dimension, elle ne doit pas être négligée. Alors je reviens à cette énoncé de Foucault qui se situe précisément sur ce plan du rapport à l'histoire. Il écrit de manière... Bon, on pourrait discuter des caractères un peu formels de la chose. La révolution s'organise selon toute une économie intérieure au temps, des conditions de promesse, des nécessités. Elle loge dans l'histoire, y fait son lit et finalement s'y cache. Le soulèvement, lui, coupe le temps, dresse les hommes à la verticale de leur terre et de leur humanité. Et je trouve que au regard de l'archive qui est celle de Kouéko ou celle qu'on a pu voir, d'ailleurs dépoussiérer, je pense notamment à tout un ensemble de peintures qui ont été faites par des artistes comme Gilles Alliot, comme Fromanger, mais comme Matelin aussi, à propos par exemple d'une catastrophe minière de Fouquier-les-Lances, qui est un événement extrêmement important en 1970, il y a 11 morts, eh bien comment dire, conception finalement, ou tout au moins observation de ce qui est en train de se passer est assez importante et peut permettre peut-être d'avoir une intelligibilité nouvelle sur ce lien si compliqué dont on parlait tout à l'heure et qui souvent nous met en désaccord entre ce qui serait de l'histoire culturelle et ce qui serait de l'histoire politique. Je veux dire par là que le moment de subjectivation qui est celui précisément de l'émergence d'un mouvement féministe, l'émergence d'un mouvement homosexuel, l'émergence d'un certain nombre de nouvelles figures, je pense aux prisonniers. Et on avait travaillé avec Caroline sur la mutinerie d'Attica, qui est absolument contemporaine de ces années-là, aux États-Unis, dans un pénitencier en septembre 71. Eh bien, cette émergence-là, peut-être qu'il faudrait la lire justement du côté du soulèvement et de subjectivation, c'est-à-dire de forces nouvelles et de sujets de l'histoire, mais qui pour autant rompt avec le temps de l'histoire. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on a autant de mal à accepter l'idée, et on le voit encore dans tous les débats qu'il y a ces semaines, depuis en tout cas le début de l'année, l'idée que finalement 68 est un événement historique. Parce que précisément c'est un événement qui rompt tellement le temps qu'il produit une forme absolument, je crois, singulière de rupture qui tous les conflits d'interprétation, vous savez combien ils ont été nombreux depuis 50 ans, en témoignent, et peut-être que c'est peut-être ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que ces années 68, si ce n'est probablement la nécessité de repenser aussi des concepts historiques et d'en inventer de nouveaux, et d'obliger les historiens à sortir peut-être d'un certain nombre de leurs réflexes de qualification. Et puis peut-être d'inviter les historiens à s'y intéresser, parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça finalement à travailler sur le sujet. Alors, il faut dire les choses. C'est qu'il y a eu plusieurs. On est à Nanterre, donc il faut évoquer très largement le travail que la Bibliothèque de documentation contemporaine a fait pendant des années
à l'initiative d'une association qui s'appelait Mémoire de 68, qui existe toujours, qui a consisté à collecter des témoignages, des archives, les papiers personnels, enfin, tout un ensemble de documents à partir de 98 à peu près, entre 88 et 98, mais qui a toute une génération et c'est là, c'est intéressant parce que c'est une génération en fait d'historiennes essentiellement militantes, dont on a un peu mis en doute l'historiographie, et il a fallu que ce soit une génération qui n'avait pas vécu 68 qui arrive alors que nous ne faisons d'une certaine manière que répéter ce qu'elles avaient montré, en l'élargissant, en allant vers des pistes, c'est-à-dire la question de l'ailleurs, qui avait quand même été, je vous le dis pour ceux que ça intéresse, il y a quand même un rapport qui a été rendu, je crois, à la présidence de la République, d'une mission d'historiens sur les événements en Guadeloupe en 62 et 67, dont Michel Zancarini-Fournel a été une des artisans. Et c'est un rapport tout à fait intéressant parce qu'il y a eu des morts en 67 en Guadeloupe. C'est probablement les événements en France les plus meurtriers de ces années-là. Il y avait cette génération-là. Il y a eu une autre génération qui a pas mal travaillé justement à déplacer le regard de la commune étudiante vers les usines, et à resocialiser cette histoire. Je crois qu'on a tous, dans tous les domaines de l'histoire, quelles que soient les aires géographiques, ce phénomène tout à fait intéressant de voir combien une histoire culturelle a recouvert une histoire sociale, et y compris qu'aujourd'hui, et c'est pas, moi je trouve ça vraiment intéressant qu'on soit à la terrasse et pas dans le département d'histoire de Nanterre, avec tout le respect que j'ai pour ce département, mais dans un lieu précisément où on articule des archives et ce qu'on appelle des œuvres. Je ne suis pas sûr que Kouéko d'ailleurs pensait que c'était des œuvres. Mais bon, ça, il y a eu énormément de choses ces 2 derniers jours quand même à Nanterre, pas au département d'histoire en particulier. Ouais.